Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire proposé par BPI France Création intitulé « Reprendre une entreprise étape par étape ». Alors, ce webinaire aura pour objectif d'identifier les étapes clés d'un projet de reprise d'entreprise, de vous permettre d'adopter une démarche méthodique avant de pouvoir reprendre une entreprise et de mesurer l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 à chaque étape du projet. Ce webinaire sera animé par David Tréguer, avocat associé du cabinet Fidal. Bonjour David. Bonjour à tous. Et par Jérôme Giraud, directeur associé du cabinet Fortea, un cabinet spécialisé en finance et transmission. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et par moi-même aussi, Guillaume Malvoisin, responsable des contenus transmission et reprise du site bpifrance-création.fr. Alors, un petit point technique, ce replay, vous pourrez retrouver donc le replay et le support de présentation sur le site de BPI France Création à l'adresse du lien qui est indiqué sur la slide, bpifrance-création.fr/webinaire. Vous retrouverez donc le replay et le support de présentation. En préambule, alors, un aspect technique aussi, je vous invite à poser vos questions dès à présent sur l'onglet questions, l'onglet qui est juste à côté de l'onglet chat. Voilà, nous regarderons les questions de cette rubrique. En préambule de ce webinaire, je vous propose de voir rapidement les avantages et les inconvénients de la reprise d'entreprise par rapport à une création. Donc, on peut citer 4 avantages certains. Reprendre une entreprise, c'est un processus qui est plus rapide puisque vous avez un outil de travail qui est opérationnel, il y a un chiffre d'affaires, un personnel formé, une clientèle acquise. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a un salaire immédiat. Vous pouvez vous verser un salaire dès le démarrage de la reprise. Il y a moins d'inconnus, effectivement, puisqu'il y a un historique d'activité. Vous reprenez une entreprise à minima qui a plus de 3 ans d'activité. On dit que le taux de pérennité d'une reprise d'entreprise est supérieur à une création. On parle d'un taux de pérennité pour une reprise d'entreprise de 70% contre 50% pour une création. Et effectivement, sachant qu'il y a moins d'inconnus, ça rassure les banques et donc les financements sont plus faciles à décrocher. Les inconvénients majeurs d'une reprise par une création, effectivement, c'est de trouver une entreprise. La difficulté à trouver une entreprise, les perles rares ne courent pas les rues. Parfois, on estime qu'une reprise, c'est un coût qui est plus élevé puisqu'on considère qu'il y a un apport personnel au démarrage. On n'a pas droit à l'amateurisme puisqu'il faut être opérationnel dès les premiers mois de la reprise. Vous avez une dette à honorer. Et effectivement, reprendre une entreprise, c'est aussi et surtout une affaire humaine puisque vous devez fédérer toutes les parties prenantes de l'entreprise, les salariés, les fournisseurs, les clients, et le cédant. Donc, nous allons traiter durant ce webinaire les 10 étapes de la reprise d'une entreprise. En pratique, la reprise d'entreprise s'inscrit dans une durée moyenne comprise entre 12 et 18 mois, de la recherche de la cible jusqu'au closing. Donc, nous allons démarrer la première étape d'un projet de reprise d'entreprise. N'hésitez pas à poser vos questions, je le répète, dans l'onglet questions, juste à côté de l'onglet chat. Nous tenterons d'y répondre. Jérôme, je te laisse la parole pour présenter la première étape du projet de reprise, qui est comment préparer un projet de reprise d'entreprise. Merci Guillaume. Donc le projet de reprise d'entreprise, c'est quelque chose qui se prépare puisque, comme l'a dit Guillaume en amont, il n'y a pas le droit à trop d'amateurisme. Donc, la première chose du côté du repreneur, c'est de bien analyser à la fois son projet et soi-même. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu si le repreneur, il est sur un projet, on va comparer le projet salariat, le projet reprise et création. Donc, se faire une idée par rapport aux avantages et inconvénients qu'a évoqué Guillaume en amont. La reprise, effectivement, par rapport à la création, semble un petit peu plus sécurisant sur l'aspect rémunération, sur l'aspect chiffre d'affaires immédiat, sur l'aspect j'ai une équipe, sur l'aspect pérennité puisque l'entreprise existe. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va se dire qu'on est repreneur et on va essayer de définir un petit peu ses objectifs sur sa reprise.
Il y a plusieurs types de repreneurs sur le marché aujourd'hui. Il y a ceux qui vont avoir l'envie de reprendre une TPE, une PME et de la développer de manière pérenne, simplement, en essayant de se mettre dans les pas du cédant ou de la cédante. Il y a ceux qui vont vouloir avoir un projet un peu plus dynamique, mais qui partiront peut-être pas d'une création, qui partiront d'une reprise pour la développer fortement. Il y a ceux qui vont avoir un projet familial, des fois, pardon, avec des enfants qui pourraient ultérieurement reprendre la société après le repreneur initial. Donc, tout ça, il faut le définir pour avoir effectivement un projet cohérent derrière tout ça. Il faut se connaître également parce que la reprise, c'est un parcours long et complexe. Être chef d'entreprise, quand on l'a jamais été, en tout cas, ou quand on a été simplement créateur et qu'on est tout seul, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, mettez d'un côté les avantages et les inconvénients du projet, vos forces et vos faiblesses pour bien comprendre en quoi vous avez le profil idéal. Dans certains cas, il y a quand on a un outplacement, généralement, quand les salariés ont quitté leur emploi, qu'on a des prestations d'outplacement, vous avez des fois des conseils qui vous aident à identifier vos forces et faiblesses, donc n'hésitez pas à les utiliser. Et deux derniers points très essentiels dans l'analyse de votre projet, c'est savoir quels sont les moyens financiers dont vous disposez pour faire une reprise, puisque à date, aujourd'hui, on ne peut pas faire une reprise sans apport financier, on en reparlera un petit peu plus tard. Et le dernier point, c'est est-ce que ce projet est partagé par votre famille, parce que en général, l'environnement familial dans un projet de reprise, il est essentiel, et quand il n'est pas partagé, ça rend le projet un peu plus complexe. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça et que vous êtes convaincu que effectivement votre projet de reprise, c'est le projet idéal pour vous, il va falloir essayer de cibler l'entreprise. Donc, quand on parle de cibler l'entreprise, on va regarder 4 critères essentiels aujourd'hui. C'est quel est le métier de l'entreprise que je souhaite reprendre aujourd'hui? Est-ce que je vais rester dans un métier que je connais bien et essayer de retrouver une entreprise qui fait à peu près ce que j'ai connu par le passé? Ça, c'est rassurant pour tout le monde en général, tant pour le repreneur que pour les financeurs que vous verrez ultérieurement. L'autre solution, c'est de changer de métier. C'est un projet un peu plus risqué parce que effectivement, vous découvrez un métier, vous découvrez une entreprise, vous découvrez des salariés dans un marché que vous connaissez pas. Donc, c'est pas un projet infaisable, encore une fois, mais c'est beaucoup plus risqué et on en reparlera derrière. Mais les banques auront une vigilance un peu plus accrue, d'autant plus qu'en ce moment, la période est un petit peu complexe, comme vous le savez, et que les projets de reprise vont être regardés à la loupe par les financeurs derrière. Deuxième sujet, la zone géographique. Aujourd'hui, j'habite à un endroit. Est-ce que je suis prêt à déménager pour ça? Est-ce que je suis prêt à m'absenter de mon domicile quelques jours par semaine? Est-ce que la société que je vais trouver correspond à ça ou pas? La zone géographique, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, il y a des zones en France qui sont un petit peu moins recherchées par les repreneurs. Et il y a des zones comme la région parisienne ou les grandes métropoles qui sont très recherchées où il y a plus de concurrence. Donc, si vous êtes prêt à déménager pour aller racheter une entreprise, c'est un point très significatif pour vous, enfin très favorablement significatif pour vous. Troisième point, la taille de la société. Guillaume, tout à l'heure, je vous repasserai la main. Je crois que vous avez des statistiques là-dessus. Aujourd'hui, les repreneurs qui sortent généralement peut-être de grands groupes ou qui ont été cadres, qui ont dirigé des grosses équipes, ils ont tendance à vouloir acheter effectivement des sociétés un peu structurées qui ne correspondent pas forcément au marché. Aujourd'hui, le marché il est plutôt orienté sur les sociétés de 5, 10, 15 personnes. Donc, il faut vraiment réfléchir à quel type de cible je veux racheter. Si vous avez un projet plus ambitieux, il faut le réfléchir différemment d'un projet un peu plus classique, on va dire. Dernier sujet, une fois qu'on a défini en amont son budget, on va cibler des sociétés qui correspondent au budget parce qu'aujourd'hui, encore une fois, de manière générale, on va dire ça comme ça, on ne peut pas acheter n'importe quelle société en termes de prix ça dépendra fortement de votre budget. Voilà. Une fois que vous avez fait l'analyse et le ciblage, il y a 2 questions qui se posent. La première, c'est se faire accompagner parce qu'aujourd'hui, un projet de reprise, ça ne peut pas se faire tout seul. Vous avez aujourd'hui 2 interlocuteurs essentiels dans un projet. Le premier, c'est l'avocat qui va s'occuper de toute la partie juridique. Et le deuxième, c'est l'expert comptable qui doit s'occuper à minima, on en reparlera derrière également, de l'audit et éventuellement vous accompagner un petit peu plus en amont. Dans certains cas, effectivement, vous avez aussi des repreneurs qui souhaitent être accompagnés par des cabinets de transmission qui vont avoir un accompagnement beaucoup plus dense, on va dire, à vos côtés, qui vont faciliter les opérations parce qu'ils connaissent parfaitement le marché. Donc ça, c'est un choix de chaque repreneur de se faire accompagner ou non. Et enfin, dernier sujet qui est quand même essentiel aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité de suivre des formations. Il existe aujourd'hui 2 formations qui vont vous apporter les connaissances nécessaires pour faire l'opération. Alors, ces formations ne vous apporteront pas, vous ne pourrez pas faire l'opération tout seul, il faudra toujours l'avocat expert comptable, mais vous allez mieux la comprendre sur tous ces aspects, puisque c'est des opérations un petit peu techniques. Les 2 principales formations qui existent à ma connaissance aujourd'hui, ce sont celles de la Chambre de commerce
et d'industrie qui dure à peu près une semaine en général. Et vous avez une deuxième formation qui est dispensée par le CRA, Cédants et repreneurs d'affaires, qui est une association de loi 1901, très connue sur le marché de la reprise. Voilà un petit peu en grande ligne ce que je pouvais vous dire sur la préparation de votre projet. Guillaume, je crois que vous avez quelques statistiques à nous donner sur notamment le ciblage que j'ai évoqué. C'est la slide d'après, j'évoquerai le marché. On peut peut-être, je peux peut-être ajouter un outil qui est intéressant et qui est essentiel dans le cadre de votre recherche d'entreprise, c'est la fiche de cadrage qui permet qui vise à présenter votre parcours et votre projet de repreneur en une seule page. Ça permet effectivement de retenir l'attention de votre interlocuteur, intermédiaire en cession et acquisition d'entreprise. Exactement. Jérôme, vous avez l'habitude de rédiger ce genre de fiche de cadrage avec vos porteurs de projet? Exactement. C'est en fait quand on a analysé, qu'on a ciblé, derrière, effectivement, on fait ce qu'on appelle une fiche de cadrage, qui est une fiche synthétique qui fait une page, qui présente le repreneur et son projet, qui vient en général en parallèle du CV. Et ces deux éléments sont les premiers documents qu'on va transmettre dans le cadre de sa recherche aux gens qu'on va contacter. Et effectivement, la fiche de cadrage est essentielle dans sa rédaction et dans sa forme, puisque ça donne un petit peu le sérieux du repreneur. Donc, concernant un outil que je vous présente, un outil de BPI France Création qui vous permet rapidement de trouver un dispositif d'accompagnement proche de chez vous. Donc, je vous invite, si vous êtes à la recherche d'un dispositif d'accompagnement, à consulter notre site bpifrance-création.fr où vous retrouverez le carnet d'adresses des réseaux d'accompagnement. Oui, Jérôme? Oui, j'allais répondre à une petite question. Il y a Charlène qui nous pose une question sur les noms des formations. Donc, sur la CCI, ça s'appelle 5 jours pour reprendre. Sur le CRA, ils ont une seule formation de 3 semaines. Alors, je ne sais pas comment exactement si elle a un nom particulier, mais c'est une formation qui est sur le site du CRA, l'association. Voilà, vous allez voir sur le site du CRA et ça dure 3 semaines et elle est faite à la fois en région parisienne, mais dans certaines grandes métropoles françaises également. D'ailleurs, j'invite bon nombre de repreneurs à se rapprocher de cette association pour ne pas rester isolés et partager votre expérience avec d'autres repreneurs qui ont des projets similaires aux vôtres. Jérôme, comment on trouve les bons dossiers? Comment trouver une entreprise à reprendre aujourd'hui? Effectivement, vous évoquez le marché de la reprise d'entreprise. Aujourd'hui, le marché de la reprise d'entreprise est déséquilibré. On a une offre qui aurait tendance à diminuer puisque effectivement l'offre, je parle de l'offre in bonis, l'offre des entreprises en bonne santé financière risque de se réduire et on va assister à une augmentation du nombre de repreneurs sur le marché, donc une forte concurrence entre repreneurs. Je parle d'un marché de la reprise qui est déséquilibré puisque généralement, le repreneur est à la recherche d'entreprises de plus de 10 salariés alors que 95% des entreprises sont des TPE et ont moins de 10 salariés. Donc, on voit bien qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché de la reprise. Notamment, Jérôme, vous évoquez les aspects géographiques de la reprise d'entreprise. Ouais. On peut effectivement citer qu'un grand nombre de repreneurs sont concentrés dans les agglomérations et que l'offre de fonds de commerce se situe parfois et souvent dans les zones rurales. Il y a un grand nombre de fonds de commerce dans ces zones-là. Ce qu'il faut comprendre du marché de la reprise d'entreprise, c'est qu'on a tendance à penser que le marché de la reprise est important, alors qu'il est loin d'être important, notamment lorsqu'on considère qu'il n'y a que 66% des entreprises il y a 66% des entreprises qui n'ont pas de salariés, 29% des entreprises qui ont entre 1 et 10 salariés, et donc seulement 4% des entreprises qui ont entre 10 et 100 salariés. Donc, généralement, effectivement, ça réduit le nombre d'entreprises qui auraient un degré de transmissibilité sur le marché. Et notamment, si on soustrait le nombre d'entreprises sur le marché qui se transmettent de façon naturelle, telles que la transmission familiale, les transmissions salariées, les transmissions en difficulté, voire si on soustrait de tout ce marché les entreprises
n'ont pas de degré de transmissibilité, qui par exemple ont un seul client qui font 80% du chiffre d'affaires, effectivement, on réduit le nombre d'entreprises à vendre qui ont un degré de transmissibilité sur le marché. Donc, Jérôme, est-ce que vous voulez évoquer les différentes pistes Oui, tout à fait. pour une entreprise? Oui, tout à fait. Déjà, en préambule, il faut savoir que le projet de reprise, c'est un projet qui est assez long à mettre en œuvre. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines. On parle alors, la moyenne ne veut pas forcément dire grand-chose, mais on parle de 12 à 24 mois, grosso modo, pour aboutir sur un projet de reprise. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on doit encore une fois bien préparer et avoir le temps de le faire. C'est un marché aussi qu'il faut savoir qui est confidentiel, c'est-à-dire que les informations sont rarement publiques. On ne crie pas sur tous les toits qu'on vend son entreprise quand on est vendeur. Donc, il va falloir aller chercher l'information auprès de gens ou de personnes ou de bourses d'opportunités. Aujourd'hui, le principe, quand vous êtes repreneur et que vous souhaitez vraiment mettre tous les atouts de votre côté, c'est ce qu'on appelle faire feu de tout bois. C'est activer tous les réseaux qui existent dans le cadre d'une transmission d'entreprise. Donc là, on en a cité 4. Vous avez premièrement votre réseau personnel. Vous avez été chef d'entreprise déjà en création ou vous avez été salarié. Vous avez un réseau professionnel autour de vous. Vous avez des gens autour de vous, des amis, des contacts. N'hésitez pas à tous les solliciter, à expliciter votre projet. On ne sait jamais. Moi, j'ai des exemples autour de moi dans mes clients repris avec par des amis, par des connaissances d'il y a 10 ans, professionnellement parlant, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas. On ne sait jamais. Et comme il ne faut qu'une société à reprendre, voilà. On ne sait jamais. Deuxièmement, vous avez un réseau qui est aujourd'hui un réseau intermédiaire. Donc, vous avez ce qu'on appelle des conseils vendeurs qui vont avoir des mandats de la part de chefs d'entreprise qui souhaitent céder leur entreprise. Donc, ça, vous avez des listes qui existent sur les sites de transmission. Vous avez, il suffit d'aller un petit peu sur Internet, chercher aussi des noms. Voilà. Et ça, ces gens-là, il faut les solliciter. Attention tout de même parce que les intermédiaires sont des professionnels qui ont, pour des raisons économiques, travaillent rarement sur des dossiers qui valent moins de 500, 700, 800 000 euros. Donc, si votre projet est plus à taille humaine, c'est un petit peu plus compliqué. On parle de reprise de titres, on ne parle pas de fonds de commerce dans les médias de commerce de quartier. Pour les commerces de quartier, il y a d'autres intermédiaires qui sont les agents immobiliers en général. Donc, on retrouvera les annonces de TPE sur le marché public. Les sites internet, les chambres consulaires. Voilà. Après, vous avez la troisième sur les bourses d'opportunités. Ce que vous évoquez, Guillaume, les bourses d'opportunités, on a parlé du CERA tout à l'heure qui a une bourse. On a parlé également de FUSAC qui est le site, on va dire le site le plus connu pour les transmissions d'entreprise. Vous avez la Chambre de commerce qui a également son site internet. Et puis Guillaume, je crois que vous parlerez tout à l'heure de l'agrégateur BPI qui regroupe un petit peu tout ça. Effectivement, propose une bourse de la transmission qui agrège effectivement plus de 46 000 annonces d'entreprises à reprendre. Voilà, donc vous pouvez consulter sur le site reprise-entreprise.bpifrance.fr les 46 000 annonces d'entreprises à reprendre. Et effectivement, à majorité, on a des entreprises du secteur du commerce, restauration, tourisme. C'est la majorité des annonces qu'on a sur ce site-là. Et c'est le marché public. Voilà. Et donc, quatrième source sur la slide précédente, Guillaume. Non, celle d'avant. La quatrième source, c'est l'approche directe qu'on n'a pas encore évoquée. Donc ça, c'est en fait l'idée, c'est d'aller chercher des cédants qui n'ont pas mis d'annonce de vente quelque part. Donc ça va être du mailing, ce qu'on appelle du mailing. Donc vous allez sélectionner sur une base de données et envoyer en vous présentant comme repreneur sur une cible de société que vous connaissez, que vous avez identifiée comme étant potentiellement intéressante dans votre projet. L'approche directe, elle est faite par principalement deux types d'intermédiaires. Donc, il y a la chambre de commerce et d'industrie qui pratique ce type de démarche et vous avez les cabinets de transmission spécialisés qui vont également vous proposer ce type de prestations. Voilà. On passe à la slide suivante, Guillaume. Oui. Alors, on va sélectionner les premières cibles. Donc là, vous avez l'idée, c'est que vous avez trouvé les premières cibles sur le marché d'une manière ou d'une autre et vous posez la question, comme certains le posent là sur les questions, comment je peux faire pour avancer qu'est-ce que je dois regarder dans un premier temps? Donc là, on est de manière très embryonnaire. Vous avez eu des éléments.
Alors, les éléments que vous allez obtenir sur le marché de la transmission, il faut savoir qu'ils peuvent être différents en fonction du contexte du dossier. Des fois, vous allez avoir 3 lignes, 4 lignes de présentation de la société, ce qui est le cas souvent sur les annonces FUSAC, par exemple, vous avez très peu d'informations. De l'autre côté, vous allez avoir sollicité un intermédiaire en transmission qui va vous faire un document de présentation qui fait 40 pages, dans lequel vous avez tous les éléments nécessaires pour prendre presque une décision. Et puis, troisièmement, vous allez avoir démarché un vendeur que vous avez entendu en direct parce que c'est un ami d'un ami qui, soit n'a jamais envisagé de céder et donc, quand vous allez le voir, il n'a rien préparé, soit, paradoxalement, il a déjà préparé un dossier de cession et puis vous allez avoir plein d'informations. Donc, en fonction de ça, vous allez faire une première analyse qui vous permettra de dire est-ce que je continue ou pas d'investiguer du temps sur ce projet. Pourquoi? Parce que investiguer du temps, c'est aussi ne pas en passer sur d'autres. Donc, il faut faire très attention de ne pas perdre son temps sur des projets qui sembleraient, on va dire, peu réalisables aujourd'hui. Donc, et le deuxième point qui est important sur ce premier diagnostic, c'est de savoir, d'identifier, parce que le risque majeur d'une reprise, c'est de tomber sur ce qu'on appelle un cédant qui n'est pas réellement vendeur. Quelqu'un qui va avoir mis sa société en vente, qui est prêt à la vendre, mais à des conditions qui ne sont pas raisonnables pour un repreneur, ce qui fait que finalement, vous perdez votre temps en travaillant sur le sujet. Donc vraiment, l'idée du premier diagnostic, c'est de détecter des facteurs d'alerte qui feraient que ce projet ne correspond pas à votre fiche de cadrage qu'on a évoquée au départ. Donc, effectivement, Jérôme, et on a parfois même des vendeurs qui ne sont pas conscients qu'ils sont réellement vendeurs et qu'ils découvrent au fur et à mesure du process. On va reparler tout à l'heure plus en avant de la lettre d'intention. C'est un des moyens de détecter, mais si notre vendeur est vraiment vendeur, mais on va en reparler. Voilà, c'est vraiment le sujet pour les gens qui n'ont pas l'habitude de la reprise d'entreprise. Le sujet essentiel, c'est de savoir si le vendeur est vendeur. Parce que on a beaucoup d'exemples sur ce marché-là, malheureusement, où au milieu du guet, des fois même à la fin de l'opération, quand tout est prêt, le vendeur change d'avis parce que finalement, pour multiples raisons, il n'était pas prêt à céder son entreprise. Donc voilà, ça c'est l'objectif du premier diagnostic. Ça se fait dans un premier temps avec les éléments qu'on a, donc des fois beaucoup d'éléments si on a un document, un dossier de présentation, des fois peu de choses. Voilà, Guillaume, je vous laisse peut-être présenter l'outil BPI derrière. Oui, donc pour rebondir, c'est la phase où il va falloir identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise rapidement. Le repreneur n'a pas de temps à perdre, il faut qu'il passe très rapidement sur les dossiers. Et pour vous aider donc à identifier les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de votre projet de reprise d'entreprise, effectivement, BPI France met à votre disposition gratuitement un outil qui est le pré-diagnostic d'entreprise. Donc, vous pouvez le retrouver sur prediagentreprise.fr. Alors, pour répondre à France qui nous pose la question, on fait un premier diagnostic seul, on se fait accompagner. Ça va dépendre beaucoup de votre profil personnel. Alors, le tout premier pré-diagnostic, vous pouvez le faire tout seul parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je vais, en gros, avec les documents que j'ai, rencontrer le cédant derrière? Donc, ça, vous pouvez le faire tout seul. Vous regardez l'activité, vous regardez les clients, vous regardez vérifier la taille de l'entreprise, la localisation, le secteur d'activité, la nature de la clientèle. Voilà. Tout ça, on peut le vérifier par les sites Internet, par des informations publiques éventuellement. Donc ça, vous pouvez le faire tout seul dans un premier temps. Pourquoi? Parce que rencontrer un cédant, c'est pas investiguer trop de temps encore à ce stade-là. Donc, moi, je pense que vous pouvez faire le pré-diagnostic tout seul, sauf si vraiment vous avez envie d'être accompagné. C'est un moyen de préparer aussi la rencontre avec le cédant. Alors, on va parler un peu juridique maintenant. Dans le diagnostic, effectivement, il faut savoir qu'est-ce qu'on rachète. Donc, David, qu'est-ce qu'on rachète? Les types de société. Reprendre une entreprise en France, c'est soit racheter un fonds de commerce, soit racheter des titres de société. Alors évidemment, l'alternative entre le fonds de commerce et les titres de société ne se pose que si on a un vendeur qui est lui-même associé d'une société. L'entrepreneur individuel, par définition, ne peut vendre qu'un fonds de commerce. Partons du principe, donc, on a une société, soit la société vend son activité et les actifs liés à l'exploitation, les machines, le stock, et là, on est dans le cadre d'une vente qui, a priori, au plan juridique, est beaucoup plus circonscrite et beaucoup plus sécurisée puisqu'on n'a pas de reprise de passif, mais uniquement un ensemble d'éléments d'actifs qui est limitativement énuméré dans l'acte de cession. Donc ça, c'est la cession de fonds de commerce.
Soit on veut reprendre l'ensemble du patrimoine de la société, on veut reprendre ses actifs, mais aussi ses passifs. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vais faire ça? Puisqu'a priori, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'activité et puis les actifs. Oui, mais quand vous reprenez une société dans sa globalité, vous reprenez aussi son numéro SIREN, vous reprenez son historique, vous reprenez ses comptes bancaires. Donc, la transmission de la société, la transmission, pardon, de l'entreprise lors d'une cession de titres est souvent plus simple au plan opérationnel que sur une cession de fonds de commerce qui peut présenter quelques difficultés. Si je reprends un fonds, je ne reprends pas la trésorerie, je ne reprends pas les créances clients. Donc, ça veut dire que je vais, en plus de mon prix de cession, devoir financer et gérer la question de mon besoin en fonds de roulement. Donc, deux opérations finalement différentes. Et puis, différentes aussi au plan fiscal, tant pour le cédant que pour l'acquéreur. Pour le cédant, les régimes de plus-value, et là, j'ai vraiment pas le temps de m'étendre aujourd'hui, mais sont tout à fait différents. Et quand même, on va dire qu'à 90%, quand on a une alternative entre la cession des titres par l'actionnaire et que l'on compare la fiscalité à la cession de fonds de commerce, puis à la distribution de dividendes ou dissolution-liquidation de la société, la facture fiscale est moins élevée sur une cession de titres qu'une cession de fonds. En clair, tout ça milite pour basculer sur une cession de titres plutôt que sur une cession de fonds dès lors que le prix de cession commence à être important. On trouve des opérations en cession de fonds à 300 000, 500 000 euros, jamais au-delà ou sur des exceptions quand j'ai des obstacles juridiques ou pratiques qui m'empêchent de réaliser une cession de titres. Certains d'entre vous, sur les questions, montrent un intérêt pour la reprise à la barre, la reprise d'une entreprise qui n'est pas dite in boni, mais une entreprise qui est sous procédure collective. Là, à 99%, il n'y a que l'exception qui confirme la règle dont je ne parlerai pas. À 99%, c'est une reprise d'actifs, donc c'est une reprise de fonds de commerce. Donc, reprise de fonds de commerce, on les trouve pour les commerces de proximité, on les trouve lorsque on n'a pas le choix, on les trouve sur les reprises à la barre, mais la majeure partie des opérations de transmission aujourd'hui, notamment pour des raisons fiscales, dès lors que mon prix dépasse, je vous disais à peu près 300 500 000 euros, je bascule sur une opération de cession de titres. C'est dans le cadre de ces opérations de cession de titres que vous allez retrouver la nécessité, puisqu'il y a reprise du passif, de négocier et conclure une garantie d'actifs et de passifs, qui est le document qui doit protéger l'acquéreur contre les surprises qui viendraient à se révéler après l'acquisition, surprises qui viendraient dévaloriser la société. Les exemples types, c'est un contentieux prud'homal, un contentieux avec un client ou encore un redressement fiscal qui viendrait grever le passé et qui n'aurait pas été identifié, notamment lors des audits dont on va parler un peu plus tard également. Donc, voilà les deux modes de cession qui existent en France. Et une dernière précision sur ce sujet avant de vous repasser la parole, messieurs, puisque je vois un petit onglet en haut, transfert automatique des contrats de travail. Si je cède une société, évidemment, c'est la société qui est l'employeur. Donc, tous les salariés sont transférés. N'allez pas vous dire qu'en rachetant quelques actifs via une cession de fonds, je peux faire mon marché. Non, le législateur est protecteur des salariés et il y a un article dans le Code du travail qui est l'article L8224-1. Pour les plus anciens, c'est l'héritier du L122-12 qui assure le transfert obligatoire des contrats de travail lorsqu'on cède un fonds de commerce. Donc, un fonds de commerce n'est pas un moyen de laisser des salariés sur la touche. Ceux qui y auraient pensé, vous pouvez oublier. Ça n'est pas une mesure de contournement que de procéder à une cession de fonds pour cette raison-là. Guillaume, je pense qu'on peut passer au slide suivant. Pour compléter ce que vous disiez, juste pour compléter ce que vous disiez, David, ce qu'on voit sur le marché de la transmission de manière générale, si on peut un peu généraliser, bien entendu, c'est que toutes les activités, ce qu'on appelle B2B entre professionnels, sont en général cédées sous forme de titres, sauf cas particulier que vous évoquez. Et tout ce qui est plutôt commerce de proximité est cédé sous forme de fonds de commerce en général.
Oui, et je dirais qu'on a quand même une évolution parce que sur la génération, bon, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'exerce dans la session acquisition. Au début où j'exerçais, en fait, j'avais encore, notamment pour les commerces de proximité, beaucoup d'entrepreneurs individuels. De plus en plus, pour des questions de protection du patrimoine de l'exploitant, on a créé, et les conseils ont fait créer aux exploitants, y compris de commerces de proximité, des EURL et maintenant aujourd'hui des SASU. Ah, on a un petit souci de connexion. Guillaume, vous m'entendez? Non, je l'entends pas. Jérôme, on peut peut-être… En attendant que David puisse se reconnecter, je propose de répondre à une question de Marianne qui nous demandait sur le marché du sourcing. En gros, qu'est-ce qui se passe post-Covid? Quelles sont les évolutions sur le marché? Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on imagine, parce qu'on est quand même, quand on dit post-Covid, on vient de sortir ça fait à peine un mois qu'on est sorti du confinement. Ce que moi, j'ai l'impression de voir sur le marché, c'est moins de personnes morales. À court terme, je pense qu'il y aura moins de personnes morales en acquisition. Et à moyen terme, c'est-à-dire dans les semaines, dans les mois qui vont venir, malheureusement, quand on entend les plans de licenciement à venir, on imagine qu'il y aura plus de personnes physiques. Donc, en fin d'année, moi, j'imagine une augmentation du nombre d'acquéreurs personnes physiques. Et en début d'année prochaine, probablement, une fois que les personnes morales auront un petit peu réglé leurs problèmes actuels, les voir revenir. Donc, on risque d'avoir un marché 2021 très déséquilibré, avec beaucoup plus d'acquéreurs et probablement moins de vendeurs, puisque la situation étant ce qu'elle est. Aujourd'hui, on voit des dossiers qui ont été retirés de la vente ou qui ont été suspendus de la vente. Donc, on a beaucoup moins de dossiers à la vente. Actuellement, on n'a pas grand monde en acquéreur puisque les personnes morales sont retirées, mais je pense qu'en 2021, on va se retrouver avec peu de dossiers et beaucoup d'acquéreurs, ce qui va rendre les choses encore un peu plus complexes. Oui, je suis revenu parmi vous. Du coup, je rebondis sur ce qui est en train d'être dit avec quelque chose qu'on retrouve à chaque crise sur le marché de la transmission, qui est l'intérêt des repreneurs et des acteurs économiques, même des entreprises, pour faire de la reprise à la barre. Je veux juste vous dire que c'est un exercice qui est quand même très particulier, très différent de la reprise des sociétés in boni. Et attention aux fausses lueurs des bonnes affaires. Si une entreprise est en procédure collective, c'est qu'il y a quand même un souci qu'il faut identifier. Il peut y avoir des bonnes affaires à faire, mais il peut y avoir aussi des mauvaises affaires, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que avec toutes les aides et toutes qui ont été mises en place, y compris le PGE, y compris les reports de charges, les entreprises vont ouvrir leur procédure collective beaucoup plus tard qu'elles ne le faisaient auparavant, en tout cas dans un temps qu'on imagine là à l'automne et début de l'année prochaine. Et donc, on risque d'avoir des entreprises qui arrivent sur le marché de la reprise des sociétés en difficulté plus dégradées qu'elles ne l'étaient autrefois. Alors, on a beau ne pas reprendre le passif, il faut quand même faire attention à la dégradation aussi opérationnelle et clientèle et de l'environnement économique aussi de ces sociétés-là. Donc, on passe à l'étape 4, Jérôme. Exactement. Donc, une fois que vous avez dit que ce dossier, vous souhaitiez le poursuivre, vous allez… Du coup. Pardon ? Comment se préparer à rencontrer le cédant. Exactement. Donc, vous avez identifié une société, vous dites qu'elle est cœur de cible par rapport à votre projet et vous allez maintenant rencontrer le cédant. Donc, ce qu'il faut savoir, et on va le redire, on l'a déjà dit, mais c'est qu'on est sur un marché déséquilibré, plus d'acquéreurs que de vendeurs en général. Donc, aujourd'hui, votre premier rendez-vous avec le cédant, en fait, vous devez le séduire. Hein. La priorité, c'est finalement de le séduire. Le cédant est vendeur, le repreneur est vendeur aussi. Voilà, exactement. Donc, pour moi, le séduire, c'est deux sujets. C'est un, bien préparer votre rendez-vous parce que l'entreprise que vous visitez, vous ne la connaissez pas forcément, le métier pas forcément. Donc, renseignez-vous bien pour être pertinent dans vos questions. Et le deuxième sujet qu'on oublie assez souvent parce qu'on veut essayer justement d'être vendeur de soi-même, c'est qu'il faut écouter le cédant parce que le cédant a beaucoup de choses à vous dire. Et en tant que chef d'entreprise, il aime bien raconter son parcours et vous apprenez beaucoup de choses en écoutant le cédant. Donc, soyez attentif à ce qu'il dit
et ne cherchez pas à vous survendre quand même. Voilà. Ça, c'est les deux premiers points. Et ne pas se faire éliminer des discussions aussi. Donc, attention à l'attitude qu'on a vis-à-vis du cédant. Exactement, c'est essentiel. Et le cédant choisit son repreneur. Donc ça, c'est pour l'ambiance, on va dire, des échanges. Sur l'information, moi, je pars du principe que quelqu'un qui est vendeur et qui est honnête n'a pas énormément de choses à cacher. Donc, il doit y avoir une certaine fluidité dans les éléments d'information qu'on vous transmet et dans les réponses qu'on vous donne. Si vous voyez un moindre doute soit dans la qualité de l'information, soit dans les réponses du cédant ou il est hésitant, et des choses comme ça, soyez vigilants. Ça veut peut-être dire qu'il y a des choses qui sont difficiles à dire. Donc, dans ce cas-là, il faudra le creuser ultérieurement, tout en faisant attention parce que dans la transmission, on reste sur des sujets très confidentiels. Donc, il y a des informations comme la liste des salariés, par exemple, que vous n'avez pas forcément immédiatement. En tout cas, pas les noms. Il est tout à fait possible d'avoir la liste des salariés anonymisée, on appelle ça, mais vous n'aurez peut-être pas les noms. Dans les clients aussi, des fois, il y a des cédants qui ont du mal à donner la liste les noms des clients dans la mesure où ils estiment que c'est confidentiel. Donc, tout ça, il faut faire attention. On doit avoir une fluidité tout en respectant la confidentialité. Puis le troisième sujet qu'il faut voir avec le cédant, et finalement, ce sera sa volonté de vendre ou pas que vous allez identifier un petit peu, c'est quelle est son implication dans le projet de cession. Est-ce qu'il a des… Pardon, Guillaume? Je disais, quelles sont ses motivations? Exactement. La première chose à lui demander, c'est quelles sont ses motivations. Est-ce qu'il vend pour un départ à retraite, pour un changement de vie? Si c'est un changement de vie professionnel, normalement, dans les premiers échanges, il doit vous parler de son projet et vous pouvez un petit peu boucler la boucle. Ensuite, est-ce qu'il a déjà évoqué le sujet avec son expert comptable, son avocat? S'il vous dit non, c'est quand même étrange que quelqu'un qui veut vendre n'en parle pas à son expert comptable ou son avocat. Donc ça, c'est des choses, si vous voulez, qu'il faut regarder. L'accompagnement, est-ce qu'il est prêt à vous accompagner? Et aujourd'hui, avec l'impact Covid, c'est quand même assez important d'avoir un accompagnement qui peut être un petit peu plus long que prévu d'ailleurs pour passer correctement l'entreprise et l'aider à remonter à un moment difficile. S'il n'est pas du tout prêt à accompagner, c'est étrange. Si au contraire, il vous dit « je suis prêt à accompagner pendant 2 ou 3 ans », c'est aussi des questions à se poser parce que vous allez être obligé de le rémunérer pendant que vous rémunérez, c'est plus compliqué. Donc tout ça, ce sont des sujets à aborder avec le cédant, à échanger avec lui assez librement pour avoir un maximum d'informations, récupérer un maximum de documentation sur la société et sur ses comptes, de manière à pouvoir embrayer derrière sur effectivement une vraie analyse et une valorisation de l'entreprise. Et notamment, lors de la rencontre du cédant, vous pourrez compléter le prédiagnostic. Exactement, parce que le prédiagnostic, il peut être très embryonnaire au départ, et c'est avec cette rencontre le cédant, les échanges qui continueront derrière, que ce soit des échanges physiques, des échanges par mail ou des échanges de documents, que vous allez compléter votre diagnostic pour pouvoir effectivement arriver à une valorisation de l'entreprise. Donc, à partir de là, effectivement, comment évaluer l'entreprise à reprendre? Voilà. Alors, bon, comme le webinaire est un petit peu court, on ne peut pas rentrer dans le détail de toutes les méthodes et toutes les retraitements. Ce qui est important, c'est qu'on a vu qu'après un pré-diagnostic et la rencontre avec le cédant, vous êtes en mesure de faire ce qu'on appelle le diagnostic de l'entreprise. Vous avez les éléments pour le faire. Donc, vous dire aujourd'hui, cette entreprise, elle me paraît viable ou pas viable. Est-ce que je vais lui apporter de la valeur? Est-ce que j'ai des choses à lui apporter dans mon projet ou pas? Parce que si vous n'avez pas de valeur ajoutée dans l'entreprise que vous allez acquérir, c'est un petit peu dommageable quand même. Et à partir de là, vous avez une idée de est-ce que j'ai envie de l'acheter ou pas. Ensuite, quel est l'impact du Covid-19 sur la valeur de l'entreprise aujourd'hui? Alors, si on veut passer à l'étape valorisation. Alors, déjà aujourd'hui, rien que pour la valorisation, il y a 2 aspects à avoir en tête très rapidement. La première, c'est les retraitements économiques. C'est-à-dire qu'un bilan d'une société, quand on est sur la TPE-PME, le dirigeant pèse énormément sur la rentabilité de l'entreprise. Alors, quand je dis pèse énormément, ça veut dire qu'il peut bien se payer ou il peut ne pas se payer. Donc, il est important, sans rentrer dans l'état de tout le traitement, de retraiter la rémunération, les avantages et les diverses choses et variées du cédant pour calculer une rentabilité économique. Et ensuite, en termes de valorisation, il y a plusieurs méthodes. Il y en a 3 sur la slide. On va dire que la méthode la plus usuelle et pour les repreneurs personnes physiques, c'est ce qu'on appelle une méthode de rentabilité. Et cette méthode de rentabilité, en fait, elle se calcule par un coefficient de 2, 3, 4, 5, ça dépend un petit peu fois un agrégat de rentabilité, le résultat d'exploitation, le BE, le résultat net, auquel on rajoute la trésorerie et on enlève les dettes. Une fois qu'on a cette méthode en tête, l'impact Covid, il est où?
il est sur le coefficient. Est-ce que mon coefficient, qui était peut-être de 4, 5, 6, suivant les critères que je prenais avant Covid, va être moindre demain? Moi, mon sentiment… Vous voulez dire le multiple Le multiple de valorisation par rapport à la rentabilité. de résultat, par exemple. Et par exemple, le multiple de résultat. Imaginons, et encore, c'est des exemples très larges, qu'avant Covid, on était à 8 fois le résultat sur une entreprise lambda. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais descendre à 6 ou pas? Le sentiment que j'ai aujourd'hui et que certains partagent sur le marché, c'est de dire que sur des petites opérations, donc des TPE-PME, ce n'est pas une évidence qu'on arrive à baisser ce coefficient. Ça sera le cas sur les grosses opérations, les ETI, les multinationales. En revanche, sur les petites structures, ce n'est pas évident parce qu'on a un aspect psychologique qui est très dense au niveau des vendeurs. Donc là, on parle de la première source de destruction de valeur qui est la dégradation des ratios financiers. Il y a aussi la diminution du cash des entreprises. Exactement. Donc là, il faudra une analyse très précise, effectivement, parce que, comme l'a évoqué David Trégard tout à l'heure, dans la période que nous avons vécue, il y a du décalage de charges qui va finalement avoir amélioré la trésorerie, il y a du PGE qui va avoir renforcé la trésorerie. Donc là, cette année, on risque d'avoir une dégradation de la trésorerie des entreprises ou une augmentation de l'endettement qui, là, va venir générer un impact dans la valorisation de l'entreprise. C'est une certitude. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous allez avoir en face de vous des vendeurs qui vont entendre cet argument-là? Est-ce que leurs conseils vont les aider à entendre? Le consensus de marché l'entend, le dit. En revanche, est-ce que les cédants vont l'entendre quand on est sur des cédants de petites structures qui sont avant tout avec une valeur de l'entreprise en tête? C'est quand même pas évident pour eux, il faut se mettre à leur place également, de se dire que sur une année difficile, on va baisser leur valorisation de 100 000 euros. Donc, il y a des cédants qui ne vont pas vouloir baisser le prix de cession malgré la baisse de rentabilité de son affaire, considérant la crise conjoncturelle. Donc. Exactement, parce qu'on va quand même leur expliquer qu'il y a une baisse de rentabilité qui dévalorise l'entreprise et une baisse de la trésorerie qui la redévalorise. Donc, ça fait deux impacts psychologiques Jérôme, qui sont un peu violents. Oui, Jérôme, Guillaume, je crois qu'on peut peut-être aussi rappeler les deux piliers de la reprise d'entreprise, du LBO, c'est en général constitution d'une société holding qui souscrit à un prêt pour acheter les titres d'une société. Le financement, le remboursement de cette dette, il suppose deux choses. Un, de la trésorerie et deux, du résultat dans la société cible pour verser des dividendes à la société holding de rachat pour rembourser la dette. C'est sûr que si on a moins de résultats ou que l'on a moins de trésorerie parce que la trésorerie future est impactée par le rattrapage des charges qui ont été reportées ou le remboursement du PGE, on va avoir une tension sur la faisabilité même de l'opération. Ouais, sur l'effet de levier. Exactement. Quoi. Donc voilà. Et le dernier aspect qu'on peut évoquer rapidement sur cette slide-là, c'est un outil de convergence des points de vue qui peut être ce qu'on appelle le complément de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre un vendeur qui veut 100 et un acheteur qui propose 80, on peut imaginer que dans l'offre que le repreneur fera, il complète son prix dans la mesure où la rentabilité ou l'activité redeviendrait à un niveau historique qu'on a connu avant Covid. Il paierait un premier prix au jour de la reprise et le complément du prix en fonction d'un indicateur dans 6 mois ou un an. Exactement, voilà. Ça peut être une unité. Alors, avant le Covid, c'était compliqué pour les vendeurs de l'entendre. Ça peut être un argument post-Covid qui permettrait aux vendeurs et aux acquéreurs de s'entendre. Est-ce que ce sera accepté par les cédants? C'est toujours le point d'interrogation. Donc, pour rebondir, on peut parler aussi des points de divergence d'objectifs entre un vendeur et un repreneur. Il faut savoir qu'un repreneur, je parle sous votre contrôle, Jérôme, qui est conseiller financier, la logique d'un repreneur, elle est axée sur le rendement, alors que parfois l'approche du vendeur, elle est plutôt affective et passionnelle. Ça crée quand même pas mal de divergences. Il y a un autre point de divergence qui crée des écarts dans l'évaluation, c'est les retraitements économiques sont parfois différents de ceux du cédant. Vous avez évoqué, Jérôme, le retraitement économique du salaire. Parfois, oui. le repreneur va vouloir se verser un salaire qui correspond pas à une capacité à rembourser une dette. Et il y a aussi un décalage important parfois entre la date de l'évaluation du repreneur et la date de l'évaluation du cédant. Donc, il y a 3 raisons d'écart d'évaluation qu'il faut noter. Exactement. Il y a plein de sujets qui peuvent effectivement créer des divergences de points de vue.
Et il faut vraiment que la relation soit bonne entre le cédant et le repreneur. On parle de côté humain, hein, on parle beaucoup de chiffres dans une reprise, de valorisation, mais le côté humain est essentiel. Et s'il y a une envie de faire ensemble, il y a des solutions. Si malheureusement, on a un vendeur qui veut vendre le plus cher possible dans des conditions complexes en ce moment, et un acquéreur qui va être limité de toute façon par sa capacité financière, puisque comme l'a expliqué David Tréguer tout à l'heure, il faut dégager du résultat pour rembourser la dette, on va se retrouver dans un mur de discussion. Là, vraiment un point essentiel dans le projet de reprise d'entreprise. Exactement. Il faut dissocier la valeur du prix final. Hein. On comprend Exactement. Bien que Exactement. les méthodes d'évaluation permettent d'approcher une approche de la valeur de l'entreprise qui n'est pas le prix final. Le prix final, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande qui est le fruit des négociations. Exactement. De toute façon, les méthodes de valorisation peuvent donner tous les chiffres qu'on veut. À la fin, si vous n'avez pas d'acquéreur sur la valeur qu'on a donnée à un cédant, la valeur n'était pas la bonne, tout simplement. Il y a un marché, une offre, et c'est ce croisement de l'offre et de la demande qui crée le prix. Une fois qu'on a fini cette estimation un petit peu du prix, je vais passer la parole à David Tréguer, hein, puisqu'on va effectivement pouvoir faire une offre. Oui, donc le processus de cession depuis quelques années s'est articulé autour de trois grandes phases. La première, c'est la lettre d'intention, ou LOI, qui est un document qui est devenu un incontournable, très sincèrement, en une dizaine d'années des processus de cession de société, de titre de société, qui est un document qui sur 5-6 pages, reprend les fondamentaux de la cession et permet finalement assez rapidement, sur la base des premiers documents qu'on a collectés, de voir si, en grande masse, les modalités de la cession qui sont envisagées par l'acquéreur et le vendeur sont identiques. C'est en réalité, et tout dépend a fortiori si c'est rédigé de manière assez contraignante, c'est un mini protocole d'accord, c'est une mini promesse de cession que l'on a. Tout n'est pas figé, tout n'est pas arrêté parce qu'on est encore en amont des audits, mais sur un premier document de 6 pages, on va vérifier que sur les grandes lignes que sont le prix de cession, les modalités de paiement du prix, la clause de garantie ou encore l'accompagnement, il y a une convergence des points de vue entre le vendeur et l'acquéreur. C'est aussi un document, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le premier document qu'on va donner à signer à notre interlocuteur. Donc, ça va obliger l'acquéreur à mettre sur le papier ce qu'il veut faire et donc à cadrer, aiguiller son process de reprise. Et ça va nécessiter de la part du vendeur qu'il matérialise, qu'il est prêt à avancer dans ce projet. Et très clairement, pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai vu un vendeur s'écrouler au moment de la signature de la LOI et dire à son candidat acquéreur je suis désolé, j'y arrive pas, en fait, je me rends compte que je suis pas prêt. Donc finalement, ce premier document qui est la lettre d'intention va permettre de gagner du temps pour l'acquéreur et le vendeur, permettre de vérifier que toutes les étapes qui vont être déroulées ensuite, que ce soit les audits, que ce soit la rédaction du protocole d'accord, la garantie de passif, la recherche des financements, tout ça n'est pas fait pour rien. Donc c'est un document qui est devenu réellement essentiel. La lettre d'intention a aussi ce mérite, dès lors qu'on s'est mis d'accord sur les fondamentaux de la cession, de permettre, de donner à un candidat acquéreur une exclusivité, donc de lui dire « je te choisis pour avancer avec moi sur le process de cession et donc tu peux te lancer, monsieur le candidat ou madame, le candidat acquéreur, dans ton processus de reprise et commencer à engager un peu de frais, notamment au niveau des audits, qui est l'étape qui suit pour moi la lettre d'intention. Plus les audits sont faits en amont et en tout état de cause, à mon sens, dès lors qu'on peut faire des audits avant la promesse de cession, c'est préférable à rédiger un protocole d'accord et des garanties qui seraient éventuellement remis en cause du fait des audits, audits financiers, audits comptables, audits juridiques, audits opérationnels que vous aurez à faire. Alors, ça, c'est la vision évidemment un peu parfaite. La réalité, c'est que les audits
dépendent souvent de situations comptables, dépendent aussi l'accès à l'information est bien souvent progressif, et notamment sur l'accès aux salariés clés, bien souvent, il faut donner vraiment patte blanche et montrer que les dossiers de financement sont bien avancés pour que le vendeur se délie encore un peu plus. Donc, c'est une démarche progressive, mais plus vous pouvez en faire en amont du protocole, et mieux c'est. Donc, lettre d'intention, audit, protocole, lever des dernières conditions suspensives, et on verra tout à l'heure le closing, la réalisation de l'opération, mais on n'en est pas encore là. Sur l'audit, je voulais juste faire une précision. Bien souvent, les audits, en tout cas jusqu'à la crise du Covid, et continueront à être ça en substance, c'est valider que les documents qui ont été transmis, les documents comptables, les documents juridiques sont bien corrects, qu'il n'y a pas de remise en cause possible. Je pense que depuis la crise qu'on a connue, il y aura quelque chose qui sera bien plus délicat pour les auditeurs, mais ça sera de vérifier encore plus le contexte dans lequel l'environnement dans lequel la société évolue, pour vérifier la solidité non seulement de la société, mais aussi de son environnement, et vérifier que les commandes sont bien toujours sur un niveau acceptable pour que le prévisionnel que l'on envisage et que le vendeur va communiquer, parce que je pense qu'on demandera de plus en plus des prévisionnels, en tout cas des perspectives aux vendeurs pour alimenter son propre business plan. Donc, vérifier que tout ça se vérifie avec des documents concrets, et vérifier, je vous disais aussi, que l'environnement de la société est sain et ne va pas être remis en cause par d'éventuels redressements ou difficultés d'entreprises, notamment clientes ou fournisseurs. Donc, les audits, à mon avis, la base qui est l'audit confirmatoire va continuer, mais va certainement évoluer vers quelque chose de plus délicat, mais d'aussi, voire même plus essentiel, qui est de vérifier que l'environnement économique et juridique de la société est sain et le restera à l'avenir. Voilà pour l'évolution, je pense, liée à la crise qu'on a connue récemment. Je ne sais pas, messieurs, si vous voulez rajouter un point. Non, on passe au business plan alors. Allez. Guillaume, on passe au business plan? Oui, on passe au business plan. Donc, voilà. Jérôme. Donc, l'idée maintenant, une fois que vous avez vu le vendeur, que vous avez calculé la valeur et que vous êtes mis d'accord avec lui sur une lettre d'intention, sur un prix, en l'occurrence, il va falloir préparer un business plan, notamment pour aller chercher vos financements. Donc l'idée aujourd'hui, c'est ce business plan, vous le faites pour qui? Vous le faites pour deux personnes, enfin deux interlocuteurs. Le premier, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de préparer votre projet. Vous allez regarder si votre société que vous allez acquérir, elle est rentable, et si ce que vous voulez en faire génère la trésorerie nécessaire pour rembourser vos crédits. Et puis le deuxième interlocuteur qui va être très intéressé, c'est vos financeurs. Donc, vous allez aussi le faire dans une optique de financement bancaire notamment. Donc, c'est tout ce travail-là que vous allez faire à ce moment-là. L'avantage d'une reprise d'entreprise par rapport à une création, c'est que vous avez la chance de partir d'un historique. Vous avez déjà des bilans historiques, généralement des bilans qui montrent une certaine stabilité sur certains types de charges, comme les charges externes, les charges de personnel. Donc, du coup, ça vous permet, sur le parti financier du business plan, de partir d'un historique et d'extrapoler dans le futur, en gros, vos objectifs et vos prévisions. Donc, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, à faire pour une reprise qu'une création où vous partez malheureusement de zéro. Et comment on fait le business plan aujourd'hui quand on n'a pas de visibilité? Alors, c'est la grande question en fait. C'est la complexité parce qu'aujourd'hui, effectivement, avant Covid, on arrivait à extrapoler en disant que grosso modo, notamment pour les financeurs, ils n'attendaient pas à avoir des miracles sur une croissance à 2 chiffres. Ils voulaient juste que le repreneur fasse aussi bien que le cédant. Et c'est sur ces bases-là que le banquier, généralement, donnait le financement. Aujourd'hui, la vraie problématique que tout le monde va avoir, c'est quid des 2-3 années à venir et plus globalement d'après. Il faut déjà imaginer qu'il y a une statistique qui a été faite par un petit fonds d'investissement en Ile-de-France qui montrait que 95%, avant Covid, 95% des reprises généraient un chiffre d'affaires en année post-reprise inférieur à celui du cédant. Donc, voilà, aujourd'hui, post-Covid, il est bien évident que les perspectives économiques ne sont pas très bonnes, donc il va falloir intégrer probablement
en globalité une baisse du chiffre d'affaires dans les 2 années à venir par rapport à 2019. Et il va falloir l'intégrer dans son plan de financement. Ceci dit, on reste sur une généralité parce que dans les faits, on sait qu'il y a des entreprises qui ont mieux résisté que des secteurs qui ont mieux résisté que d'autres. Et on sait aussi que dans un même secteur, moi j'ai le cas dans l'imprimerie par exemple, j'ai 2 clients dans l'imprimerie. Il y en a un qui a passé la période de confinement à moins 15% de chiffre d'affaires et l'autre à moins 80%. Donc dans un même secteur, on peut être amené à avoir des variations significatives en fonction de votre clientèle et de vos produits. Donc il va falloir effectivement regarder très précisément comment l'entreprise a vécu la période Covid, comment elle vit les premiers jours de déconfinement qu'on vit actuellement, et globalement sur quel marché elle est pour se projeter. Mais en tout cas, il est clair que les business plans dans les 2 années à venir, il y a peu de chances qu'ils soient en croissance par rapport au chiffre 2019, et ça devra être intégré dans la valorisation, d'où le complément de prix qu'on a évoqué en amont. Jérôme, vous pensez que les banques vont demander un apport personnel supérieur à 30% du prix de cession? C'est d'ailleurs la question posée par Patrick. Ouais, on peut passer après sur le montage, on l'a vu tout à l'heure, l'intérêt de la création de la société holding. Donc, on peut passer sur la slide d'après pour gagner un petit peu de temps, si vous voulez, Guillaume, sur les financements, justement, où on évoque toutes les sources de financement. Aujourd'hui, globalement, dans un projet de reprise, globalement, encore une fois, on est dans des généralités. Le projet, c'est à peu près 30% d'apport, 70% de financement bancaire pour les projets assez standardisés où on fait appel uniquement à une banque pour le financer. Demain, qu'est-ce qui risque de se passer? Globalement, comme la rentabilité future va être un petit peu moins bonne dans les années à venir, en tout cas, c'est ce que donnent les perspectives récemment sorties dans la presse, les banquiers risquent de financer un petit peu moins par rapport à la rentabilité. Donc, forcément, pour un même prix de cession, on va être obligé d'augmenter l'apport. Et deuxièmement, ils vont vouloir que effectivement, les repreneurs, c'est une tendance qui semble être de mise dans les banques, à confirmer encore une fois, mais ils vont demander effectivement que les repreneurs se mouillent un petit peu plus et donc mettent peut-être un petit peu plus d'apport. Mais encore une fois, c'est très embryonnaire à ce stade-là, puisque, encore une fois, ça fait 1 mois qu'on est sorti du déconfinement et que les projets de reprise aujourd'hui, qui se concluent aujourd'hui, c'est des projets qui étaient déjà en place avant le confinement et qui aboutissent post-confinement, mais on n'a pas les nouveaux projets qui arrivent encore. Quelles sont les ressources de financement que vous mettez, Jérôme, que le repreneur met dans un plan de financement? Voilà. En gros, le plan de financement très standardisé et très simple de la plupart des repreneurs aujourd'hui, c'est de l'apport personnel en incluant effectivement éventuellement des prêts familiaux ou des prêts amicaux, ce qu'on appelle le love money, et le financement bancaire. Et dans ce financement bancaire, on peut intégrer une partie de ce qu'on appelle le financement participatif qui est fait par BPI France par un contrat qui s'appelle BPI contrat de développement transmission. Pardon. Voilà. Peut-être de 1 000 à 650 000 euros sans garantie ni caution personnelle et qui accompagne automatiquement un prêt bancaire. Exactement. Donc, en fait, on fait un plan de financement, on dit voilà combien j'apporte, combien j'emprunte. On emprunte en fonction de la capacité de remboursement de l'entreprise. Et dans cet emprunt, on inclut soit que des banques, soit éventuellement un financement BPI en parallèle. Un prêt d'honneur, un prêt bancaire, en complément, un contrat de développement de transmission de BPI France. Exactement. Dans l'apport personnel, on a vu de l'apport propre, de l'apport familiaux. On a effectivement, vous l'avez évoqué, le prêt d'honneur avec 2 réseaux, Réseau Entreprendre et France Initiative, qui viennent vous prêter de l'argent pour faire votre projet, mais des prêts personnels, donc ça correspond à de l'apport personnel. Et puis, dans les cas où vous avez des dossiers un peu plus significatifs en termes de valorisation et que vous n'avez pas les moyens d'apporter l'argent nécessaire, on a ce qu'on appelle les investisseurs, les fonds d'investissement, qui peuvent vous mettre de l'argent en complément qui correspondra aux fonds propres de l'entreprise. L'objectif aujourd'hui est de diversifier les sources de financement pour moins solliciter les banques. Exactement. Plus on peut diversifier, mieux on se porte. Les banques sont toujours prêtes, je pense, à accompagner, même si la période est un peu compliquée en ce moment. Elles accompagnaient très bien avant le Covid et je ne vois pas pourquoi elles ne continueraient pas à accompagner, peut-être avec des conditions un petit peu différentes, c'est sûr. Mais en tout cas, plus on peut diversifier les sources de financement, mieux ça sera. Et puis, de toute façon, il y a une garantie aussi qui vient sécuriser les banques, qui est la garantie BPI. Aujourd'hui, globalement, aucun projet de reprise quasiment se fait sans garantie BPI. Donc, BPI va dire garantir la banque, à l'image de ce que BPI a fait pour les PGE, où BPI a garanti 90% du financement. Là, elle garantit jusqu'à 50%, des fois jusqu'à 70% en partenariat avec les régions sur le financement bancaire. Donc ça, et il y a BPI, il y a d'autres organismes de garantie, mais pour la reprise de titres aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup BPI intervenir.
Il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé et ça a été évoqué sur les questions, c'est la question du complément de prix ou l'earn-out, à Ouais. savoir indexer une partie du prix de cession sur un résultat, une marge, un chiffre d'affaires futur. Je ne rentre pas dans le détail du mécanisme, mais c'est évident que dans une période où il y a de l'incertitude sur l'avenir d'une société, l'acquéreur peut se dire, tiens, je vais donner un prix provisoire qui est sur ce dont je suis certain et un complément de prix si effectivement les prévisionnels et la mariée qu'on m'a présentée comme étant la plus belle du monde va effectivement s'avérer être conforme à ce qu'on m'a dit. Le système du complément de prix est très séduisant pour l'acquéreur. Les vendeurs, on comprend qu'ils aiment moins, mais dans un contexte d'incertitude et dans un contexte où on peut avoir une fracture entre les attentes du vendeur en termes de prix et ce que l'acquéreur va être prêt à offrir, c'est quand même une piste qu'on va être amené, je pense, à évoquer, étudier, mettre en œuvre, aussi complexe cela soit-il. Par contre, là où Jérôme, je voulais quand même avoir votre avis, c'est OK, j'ai un complément de prix qui est donc à payer 1 an, 2 ans après le closing. Mais là, est-ce que je peux me retourner vers ma banque ou est-ce que je dois me l'auto-financer sur les résultats futurs? Alors, le principe du complément de prix, c'est effectivement un banquier, normalement, va vous financer à un instant T sur une rentabilité historique. Si demain, vous dégagez un petit peu plus de rentabilité, vous pouvez verser un complément de prix. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en général, le banquier ne remet pas au pot sur une nouvelle dette. Donc, ça veut dire que ce complément de prix, il doit s'autofinancer en général et il doit être générateur de cash. Donc, puisque pour le payer, il faudra dégager du cash. Donc, effectivement, on a toujours ces grands débats. Alors, avant Covid, c'était compliqué à mettre en place parce qu'effectivement, le repreneur voulait que ça soit du résultat direct ou du cash, alors que le cédant disait, moi, je veux que ce soit que du chiffre d'affaires, par exemple. Post-Covid, je pense qu'on va quand même trouver des solutions intelligentes pour trouver un compromis pour que ça permette de faire aboutir les deals, les opérations. Voilà. Mais clairement, pratique, c'est clair combien de pourcentage? On ne retourne pas vis-à-vis d'un banquier en général financer un complément de prix au bout d'un an. Si c'est ça la question, en général, encore une fois, moi je ne l'ai jamais vu. Mais Ça fait d'ailleurs partie de la complexité du sujet, c'est que, il faut trouver un indicateur de déclenchement du complément de prix qui n'est pas trop bas dans le compte de résultat pour que le vendeur ne dise pas, mais en fait, vous pouvez jouer sur un tas de leviers pour me déclencher ou pas mon complément de prix. Et en même temps, il faut que le complément de prix soit paramétré pour ne pas avoir besoin d'aller revoir le banquier. Ça fait partie de la complexité de mise en œuvre de ce mécanisme, mais encore une fois, qui est une piste qu'aujourd'hui tous les professionnels, je crois, ont en tête sur les dossiers à venir. Est-ce que le complément de prix peut correspondre à 50% du prix? Bah, écoute, écoutez, Guillaume, si vous trouvez un vendeur qui accepte d'avoir une incertitude sur 50% de son prix, c'est que le prix provisoire, il est déjà très intéressant à mon avis. Donc, je ne vais pas faire une réponse non péremptoire, mais c'est quand même, si je dois en 3 lettres vous dire oui ou non, je dis non. moi, je dirais la même chose que David, je dirais non, sachant que quand on l'évoquait avant Covid, on était peut-être sur du 5-10% de complément de prix. Bon, même si on monte peut-être à 15 ou 20 aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup, et qui sera peut-être à payer sur plusieurs années, ça reste compliqué, je pense. Bon, je crois qu'on arrive au bout du temps imparti, mais ça tombe bien puisqu'on est en train de parler du closing. Et le closing, c'est l'aboutissement, c'est la réalisation de l'opération, la signature de l'acte définitif, en général une petite bouteille de champagne également quand ça se passe très bien. C'est une étape de concrétisation. Normalement, un dossier qui est bien amené avec les étapes préalables que l'on a vues, la lettre d'intention, puis les audits, puis le protocole d'accord. Quand c'est bien structuré, le closing ne doit plus être un moment de négociation, ne doit plus être un moment de tension. Tout ça, c'est derrière. Par contre, il y a toute une gymnastique. Je ne dis pas que c'est une opération simple à mettre en œuvre. Il y a une opération de gymnastique, notamment d'ailleurs, pour l'acquéreur, puisqu'il faut obtenir le déblocage des fonds. Enfin, administrativement, c'est assez lourd. Juridiquement,
logiquement, sauf cas particulier, le closing, c'est la réitération de ce qui a déjà été écrit dans une promesse de cession sous conditions suspensives. On constate la levée des conditions suspensives, on constate que l'argent est disponible sur un compte séquestre ou en chèque de banque et on transfère les titres. Donc, c'est une opération de réalisation qui, encore une fois, si elle est bien menée, n'est pas une opération de négociation. Et c'est d'autant plus important, à mon sens, que ce ne soit pas le cas, parce que juste après le closing, il y a l'étape essentielle qui commence, c'est le premier jour d'après. C'est la transmission avec un grand T de la société, c'est l'accompagnement, c'est cette période où l'acquéreur et le vendeur, parfois un peu délicate aussi, parce que finalement, on a sur une période transitoire un siège celui de patron avec 2 personnes, un qui doit lâcher, l'autre qui doit prendre pleine possession de la société et le closing est le moment où tout bascule vers les 100 premiers jours de la transmission qui sont un moment essentiel. Mais là, je vous repasse la parole, messieurs, pour votre vécu. Guillaume, sur les 100 premiers jours. Ouais. Alors, les 100 premiers jours, donc ça y est, la signature, effectivement, ou closing concrétise des mois d'efforts, voire des années de travail pour certains. Mais ce n'est qu'une étape, vous devez réussir votre entrée et le vendeur doit maintenant savoir se retirer. Donc, il y a plusieurs actions qui doivent être menées en priorité. Rassurer les salariés sur l'avenir de l'entreprise elle-même, rassurer les salariés donc sur leur avenir à eux, mais aussi est-ce que il va y avoir un changement de direction, quel est, si vous voulez, il va falloir mettre en œuvre tout votre plan, votre business plan. Donc, il va falloir poursuivre ou restaurer les liens avec l'environnement et la clientèle, les fournisseurs, les banquiers, et prendre les décisions financières et commerciales qui s'imposent dès le démarrage. Donc, l'objectif des 100 premiers jours, c'est de communiquer, de faire face notamment peut-être à des résistances au changement et donc mettre en œuvre votre plan d'action. Pour ce faire, vous devez construire un tableau de bord et appliquer le plan de reprise. Moi, j'ajouterais quelques vécus côté humain, on va dire, là, de ce côté-là. Moi, j'ai des clients pour lesquels la négociation en amont de la signature, de l'acquisition a été très compliquée, voire très tendue. Et paradoxalement, l'accompagnement a été super parce que le vendeur, en fait, voulait son prix. Et une fois qu'il a eu ce qu'il voulait et qu'on a réussi à se mettre d'accord, il s'est détendu et l'accompagnement a été fait dans de bonnes conditions. Donc, bien définir la clause d'accompagnement. Exactement. On entend aussi, et là, c'est pas dans du vécu, mais c'est dans les conférences que j'ai pu. Il n'y a pas toujours un accompagnement, ceci dit. Hein. Comment? C'est pas le cas dans tous les cas de reprise d'entreprise. Non, c'est ce que je donnais comme exemple. J'ai écouté une conférence d'un repreneur qui avait racheté une société qui expliquait que tout s'était très bien passé, qu'il avait signé le deal, l'opération, qu'il avait acheté avec un accompagnement de 6 mois, je crois, de mémoire, et que le lendemain de la session, il n'a plus jamais revu le cédant. Voilà. Donc, dit autrement, l'accompagnement, ça existe. La plupart du temps, ça se passe bien. On peut avoir des surprises dans un sens comme dans un autre. Ça reste de l'humain et du vécu. On est sur des fois des dirigeants qui avaient leur société depuis 5, 10, 15, 20 ans. Certains ont du mal à lâcher, donc faites attention, soyez vigilants. Et moi, je pars du principe que si vous êtes réellement obligé, pour des questions techniques, commerciales, d'être accompagné par le vendeur dans le cas d'une reprise, il faut être très vigilant avant de faire l'acquisition. En tout cas, effectivement, je pense qu'on a tous nos anecdotes sur des accompagnements qui se passent plus ou moins bien. Globalement, quand même, si je dois donner une impression générale, c'est que quand même les vendeurs jouent le jeu de manière générale. Même si parfois, effectivement, ils ont du mal à lâcher, ils lâchent trop rapidement. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que là aussi, c'est peut-être une généralité, mais la durée moyenne d'un accompagnement sur une session de titre, c'est 3 mois pleins en général, et ça va jusqu'à 6 mois. Au-delà de 6 mois, on n'est plus sur de l'accompagnement et ça marche jamais très bien, ou alors c'est qu'on a basculé sur un autre mécanisme. En tout cas, il ne faut pas au moment de la session se dire qu'on a besoin de plus de 6 mois, ou alors il y a quand même un point d'inquiétude, ou alors à vérifier en amont qu'on est suffisamment proche
humainement du vendeur pour se dire qu'on va pouvoir coexister ensemble, ce qui n'est jamais évident. Donc 3 à 6 mois, c'est la norme. Au-delà, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on peut se retourner contre le cédant qui n'accompagnerait pas le repreneur, par exemple? Ouais, alors, juridiquement, l'accompagnement est prévu dans toute la documentation qu'on met en place. Donc, le non-respect d'une obligation contractuelle, c'est de la responsabilité contractuelle. Donc, la faute, elle est matérialisée. Par contre, ce qu'il va falloir identifier, c'est le préjudice réel au non-accompagnement. Si on peut le mesurer, la réponse est oui. Je vais être clair. Donc, je vous disais tout à l'heure, ça fait un peu plus de 15 ans que je fais de la cession transmission d'entreprise. Je n'ai pas vu une seule fois. Autant des ruptures brutales de pourparlers, ça, c'est l'exception qui confirme la règle, mais ça arrive. Autant un accompagnement non réalisé avec une procédure judiciaire sur l'indemnisation du non-accompagnement, je ne l'ai pas fait une seule fois. Et en général, ça se règle autrement. Enfin, et encore une fois, mon expérience, qui n'est pas forcément très représentative de grand-chose, je ne suis qu'un des 33 000 avocats, je crois, en France, ça, c'est quand même que, en tout cas, sur les dossiers que j'ai pu suivre, ça se passe bien, la plupart du temps. Et quand ça se passe moins bien, il y a des petites tensions, mais ça n'est jamais un abandon de poste au sens où on peut l'entendre, qui expliquerait une action judiciaire comme vous l'évoquiez. Oh. Là, il y a un petit bug là. Donc, j'arrive pas à passer à la slide. Je pense qu'on va clôturer le webinaire, à part si Jérôme, David, vous avez repéré une ou deux questions. Moi, j'y réponds en parallèle. Je pense que David aussi, vous y avez répondu également. Donc, de l'eau à toutes les questions. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de questions, donc on n'a pas pu répondre à tout. Il y en a certaines dont j'espère qu'elles auront été traitées par le biais de notre intervention. ouais. Bon, vous avez nos mails, donc si l'un d'entre vous ou si plusieurs d'entre vous sont vraiment frustrés par une question où vous avez bien compris entre la finance et le juridique à qui il fallait s'adresser, mais n'hésitez pas. Évidemment, si ça demande une consultation de 10 pages, on ne le fera pas comme ça, mais s'il y a une petite réponse à vous faire en quelques lignes, sans aucun problème. Ok, donc on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Vous pouvez retrouver le webinaire et le support de présentation sur notre site bpifrance-création.fr. Et je vous invite notamment au prochain rendez-vous des webinaires de BPI France Création qui aura lieu le jeudi 9 juillet à 11 h et qui aura comme thématique le statut juridique. Quel statut juridique choisir pour mon projet de création d'entreprise? Donc, merci pour votre participation. Merci à tous. Merci à tous et j'espère que ça aura été intéressant et qu'une majorité d'entre vous aura quand même trouvé un intérêt à ce webinaire.